thème d'importance notoire pour notre continent. Il s'agit de l'intégration d'Afrique. On se souviendra que les pères fondateurs s'étaient donné comme priorité de mettre fin au colonialisme et à l'apartheid. Ce qu'ils ont accompli, non sans mal, mais aussi d'œuvrer pour le développement de l'Afrique dans la paix, la sécurité et la stabilité. En matière de développement, nous avons été témoins de la signature en 1991 du traité d'Arusha portant création de la Communauté économique africaine CEA, qui a pour organe opérationnel les communautés économiques régionales. C'est à ce niveau, en effet, que se situent les mécanismes d'intégration. Le conférencier va donc nous éclairer sur les avancées qui ont pu être réalisées à ce jour. Cela va assurément nous édifier au moment où l'Afrique s'engage à focaliser ses actions sur le triptyque intégration, paix et prospérité. Cet engagement va être sacralisé dans le projet d'agenda pour la période 2014 jusqu'à 2030, qui sera soumis à l'adoption des chefs d'État en janvier 2014. Merci déjà pour l'attention soutenue que vous aurez accordée à notre conférencier. Alors, Votre Excellence, le mot d'ordre aujourd'hui est l'intégration. Expliquez-nous-en davantage. L'intégration est une volonté de mise en commun de nos efforts. Vous savez qu'on dit traditionnellement que l'union fait la force. Et donc, dans la mesure où les pays individuellement ont cherché la voie de développement et ne l'ont pas réussi, c'est sage de leur part de vouloir se mettre en commun afin qu'ils constituent une force. Et c'est en cela l'objectif de l'intégration. Créer des synergies d'action, ce que un n'a pas pu faire, peut-être qu'à plusieurs, nous pourrons le faire. Et donc c'est la priorité que les leaders ont assignée à nos organisations régionales. Et c'est pour cela que nous cherchons les moyens. Ça a été difficile, parce que tant que les pays eux-mêmes sont faibles, l'intégration a des difficultés. Mais aujourd'hui où les pays sont en train d'émerger avec des résultats concluants au plan économique, on espère que cela va rejaillir également sur l'intégration et que l'intégration sera désormais concluante d'ici quelques années. 50 ans, c'est quand même une date assez importante. Vous avez évoqué que 50 ans pour une démocratie ou une indépendance marque un certain signe de maturité. Qu'en est-il pour l'Afrique ? Oui, la maturité est évidente. Il y a certainement eu des échecs, mais nous avons tiré les leçons des évolutions antérieures. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se font, qui font la fierté de l'Afrique. Par exemple, le règlement des conflits. Aujourd'hui, quand un conflit éclate quelque part, l'Afrique ne panique plus. L'Afrique fait confiance à elle-même. Elle a des procédures qui lui permettent de rétablir la paix, de faire la médiation entre les belligérants et d'arrêter d'abord la guerre frontale et de créer des pourparlers afin que cela puisse déboucher sur une entente. Ce qui est arrivé par exemple au Soudan, entre le Soudan et le Soudan du Sud, est la preuve que l'Afrique peut faire une médiation heureuse qui permet de sortir de la guerre. Il y a aussi beaucoup de réalisations dans la région de l'Afrique de l'Ouest. Il y a des passeports uniques pour toute la région. Les gens se déplacent là-bas sans avoir besoin de passeport. Leur carte d'identité suffit. Ils utilisent une même monnaie. Et donc, il y a beaucoup d'accomplissements. Il y a une circulation des personnes qui montre que les efforts ne sont pas toujours négatifs et qu'il y a des accomplissements. Mais, comme on le dit, c'est une œuvre de longue haleine. Et donc, au fur et à mesure que les pays seront renforcés eux-mêmes dans leur développement par leur croissance, on pense que l'intégration prendra plus forme. Parlons maintenant du rôle de la Côte d'Ivoire. Tout d'abord, au sein de l'Union africaine elle-même, quels sont les efforts fournis par votre pays pour justement suivre le développement de cette Afrique ? Oui, la Côte d'Ivoire a été toujours un membre très actif au niveau de l'Afrique globale, de l'Organisation de l'Unité africaine, de l'Union africaine. Le Houphouët-Boigny a été un des pères fondateurs de l'Organisation de l'Unité africaine. 10 ans, 20 ans plus tard, c'est Essi Amara qui a eu la chance et le privilège de conduire l'OUA vers l'UA. Cela lui a permis de créer les structures plus dynamiques, plus volontaristes qui devaient permettre à l'Afrique de faire des bonds en avant.
Et aujourd'hui, celui qui devait venir nous faire la conférence est ivoirien. Il est le directeur du département économique à l'UEA. Et donc, vous savez qu'en jouant un rôle important en Afrique de l'Ouest, le président Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire également participe à ces efforts qu'on lui demande, qu'on demande aux dirigeants africains de faire afin d'unir l'Afrique, afin de pacifier l'Afrique et que l'Afrique soit prospère, unie et sécurisée. Donc votre pays, la Côte d'Ivoire et l'Égypte, on peut dire quand même ce sont les pères fondateurs de cette Union africaine. Vous êtes ambassadeur ici au Caire, donc vous êtes au courant des relations bilatérales entre les deux pays. Tout d'abord, parlons-en très brièvement et cette très belle entente entre les deux pays et parlons de l'entente entre les deux pays dans le cadre du développement de l'Afrique. Oui, c'est clair que l'Égypte est un grand pays de l'Afrique, c'est l'un des plus grands. La Côte d'Ivoire, malgré sa superficie limitée, a une position de leader, a une position très forte en Afrique de l'Ouest. Et chacun de ces pays dans sa région joue un rôle de locomotive. Et donc, c'est très tôt que la Côte d'Ivoire et l'Égypte ont commencé à coopérer avec des grandes sociétés comme Airnas, Arab Contractor, qui ont entrepris des activités en Côte d'Ivoire, mais également la Côte d'Ivoire qui a été aux côtés de l'Égypte pendant la guerre au Moyen-Orient et qui a soutenu les présidents égyptiens, les autorités égyptiennes, afin que la paix puisse être signée avec l'adversaire d'en face. Et donc, les relations entre la Côte d'Ivoire et l'Égypte sont les meilleures possibles, mais elles peuvent aller à un niveau qualitatif supérieur grâce aux efforts que nous déployons aujourd'hui, pour que, au moment où la Côte d'Ivoire se reconstruit, l'Égypte ait aucune place de choix dans cette reconstruction à travers ses grandes entreprises, à travers son expérience dans le domaine des bâtiments, dans le domaine du tourisme et dans le domaine de l'agriculture. Et quelle est l'importance d'organiser un type de commémoration ici en Égypte? Oui, l'Égypte est le pays de l'Afrique qui abrite le plus d'ambassades. Nous avons plus de 45 ambassades africaines accréditées ici, et donc les ambassadeurs se sont sentis forts pour organiser quelque chose afin de célébrer ces 50 ans. Car 50 ans, c'est un moment important qui demande qu'on s'arrête pour faire un bilan afin de se projeter dans l'avenir. Et donc, c'était de bon droit que les ambassadeurs, étant très nombreux ici, participent à la mise en œuvre des instructions, des recommandations faites par l'Union africaine, que cette année, le 50e anniversaire soit célébré de manière festive et avec faste. C'est ce que nous avons tenté de faire en organisant une série d'activités dont cette conférence est un élément. Dernière question, Votre Excellence, les enjeux pour cette Afrique? Oui, c'est clair que l'Afrique a toujours bien connu ses problèmes, le sous-développement, la pauvreté, les maladies. Le diagnostic est très clair et l'Afrique a toujours recherché les moyens pour les surmonter. Sauf que il y a un contexte historique, un contexte international qui n'a pas permis d'atteindre la vitesse de croisière. Mais cette conférence a mis en relief que la tendance est désormais favorable, que l'Afrique est l'un des pays, est l'une des parties du monde où les croissances sont les plus élevées. Ça veut dire que une tendance historique favorable est créée à l'Afrique et nous espérons que cela va conduire beaucoup de pays africains vers la résolution de l'équation du sous-développement et vers la sortie de la grande partie des populations de la pauvreté pour toucher aussi le progrès et la prospérité dans la paix et dans l'intégration. Vous êtes donc en tant que donc, représentant permanent donc, de la BAD ici, je sais que vous n'allez pas dire permanent, mais enfin, je voulais avoir avec vous quels sont les plans mis en place par la Banque africaine pour le développement afin de suivre la transition démocratique en Afrique et d'assurer donc un continent en paix et stable.
Merci. D'abord, je tiens à préciser que la Banque africaine de développement a été créée en 1964 pour soutenir le développement économique des pays africains. Et donc, à ce titre-là, nous œuvrons depuis lors à financer des programmes de développement, que ce soit dans le domaine des infrastructures, dans le domaine de l'énergie, comme c'est le cas en Égypte, dans le domaine social et dans le domaine de l'entrepreneuriat. Nous finançons aussi les écoles et tout ça, et le secteur privé. Donc c'est ça notre action. Nous avons une croyance fondamentale au fait que la stabilité économique et la croissance contribuent, n'est-ce pas, à la stabilité sociale. Vous savez, si vous avez de l'emploi, vous avez l'économie qui boom, généralement les pays sont assez stables. Vous avez évoqué des problèmes comme des fléaux qui sévissent en Afrique, malnutrition, épidémie, maléducation. Comment est-ce que la BAD prévoit d'éradiquer ou du moins réduire ces fléaux africains? Vous savez, je pense qu'il faut mettre un peu d'humilité dans ce que nous faisons. Et en ce sens, nous appuyons les programmes des pays. Donc, la responsabilité première, et ce que nous saluons, c'est au pays. Donc, la capacité des pays de concevoir et d'imaginer leur programme de développement est très importante. Et nous apportons les ressources en financement. Pas seulement cela, mais aussi nous apportons aussi les conseils, les analyses et ce qui s'ensuit. Maintenant, il est évident qu'il y a des défis énormes pour l'Afrique. Mais ces défis-là ne sont pas insurmontables. Ce que j'ai dit tantôt, c'était que l'Afrique est la prochaine